La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, je suis Jean-Guillaume Moulin de la société Imeo, ingénieur en génie civil, et aujourd'hui je vais vous faire une introduction au logiciel CivilFEM 2019 Solvermark, logiciel aux éléments finis. Pour commencer, donc ça va être une présentation générale du logiciel, une présentation qui va passer en revue les différentes fonctionnalités de l'outil. On va pas rentrer dans le détail, mais néanmoins on va essayer de faire une revue un petit peu exhaustive de toutes les possibilités. Ce webinaire sera suivi par la suite d'autres webinaires beaucoup plus appliqués sur des cas d'application spécifiques. Le logiciel CivilFEM 2019 sous Solvermark donc est un puissant logiciel qui permet de traiter aux éléments finis à la fois des superstructures comme des infrastructures et à cette pertinence de pouvoir assez facilement coupler les superstructures avec les infrastructures en modélisant notamment et en simulant notamment les interactions sol-structure. Donc c'est un logiciel qui est vraiment dédié au génie civil, de manière très large, la géotechnique, les constructions industrielles. Et à titre d'illustration, effectivement, on peut traiter aussi bien des tunnels, des centrales nucléaires, puisque le logiciel est agréé pour traiter de cette typologie d'ouvrage. On va pouvoir traiter toute typologie de ponts, à caissons, précontraints, à poutres haubannées, suspendus, etc. Voilà. Bien, le meilleur exemple pour illustrer le logiciel CivilFEM, c'est un cas qu'on a eu à traiter avec la société Imeo cette année. Nous avons été sollicités dans le cadre du Grand Paris Express pour une station de métro où cette station, on souhaitait la modéliser en 3 dimensions, faire un modèle structural 3D de toute la station. Pourquoi? Parce que sous la station se trouvait un ouvrage d'assainissement, une galerie de 3,60 m de diamètre, qui allait se retrouver 1 mètre sous le futur radier de la station. Bon, évidemment, avec la descente des terrassements, le fond de fouille allait connaître un soulèvement, et la question se posait, du fait en plus du biais de la galerie avec la géométrie de la station, se posait la question du comportement de la galerie pendant les phases de terrassement et ensuite pendant les phases de mise en service de la station de métro. Cette galerie étant une galerie essentielle pour l'assainissement de la ville de Paris. Donc avec ce modèle, on aura l'occasion de revenir dessus. Ça a été un modèle 3D très complet qui illustre très bien les possibilités de simulation des non-linéarités d'un tel sujet. Dans un tel modèle, on a utilisé des éléments volumiques pour les sols, pour les parois moulées. On a utilisé des barres pour tout ce qui est buton, poutre, des plaques et des coques pour le radier définitif, une partie de la galerie, n'est-ce pas? Ces sols ont été modélisés avec des lois de comportement non linéaires, avec du hardening soil pour simuler
prise en compte de l'historique des sols du fond de fouille. Beaucoup de non-linéarité dans la géométrie également, comme on peut le voir. De la non-linéarité évidemment dans le phasage de construction, puisque chaque phase de terrassement dépend de l'état de contrainte de la phase de terrassement préalable. Donc grâce à ce modèle 3D très complet réalisé sous CivilFEM, on a pu illustrer assez précisément le comportement de cette galerie qui connaissait à la fois de la flexion longitudinale, de la flexion transversale, pas du tout de manière régulière tout au long de son tracé. Et on a pu surtout déterminer le ferraillage du chemisage de renforcement donc qui a été prévu pour renforcer cette galerie qui à l'origine est faite en béton non armé. Un béton non armé, selon les recommandations de l'AFTES, pour les tunnels en revêtement non armé, il faut faire une vérification de l'excentrement de la contrainte normale et de vérifier qu'on respecte les critères habituels. Si on cherchait à respecter ce critère, la galerie ne pouvait pas être stable. On a mis en œuvre dans ce modèle une loi de comportement non linéaire du béton pour essayer de prendre en compte son comportement le plus réaliste possible. Et donc, en prenant une loi de comportement non linéaire, le béton fissure. Là où ça fissure, les efforts ne passent pas. Et malgré tout, le modèle convergeait et l'ouvrage était stable. Donc, grâce à l'outil CivilFEM et à ses capacités à prendre en charge les non-linéarités géométriques, mais aussi des matériaux, des propriétés des matériaux, eh bien on a pu aboutir à un dimensionnement satisfaisant, et qui a notamment permis d'éviter la démolition de cet ouvrage. Alors, le logiciel CivilFEM, c'est un logiciel qui est développé par l'entreprise Ingecyber, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le développement de ce logiciel. Historiquement, c'est un logiciel qui va être connu par les génies civilistes sous le solver ANSYS. Et puis bon, ça fait maintenant quelques années que le logiciel est développé sous le solver Marc, Marc étant une filiale de la société MSC Software. Donc un partenariat existe entre Ingecyber et la société MSC Software, qui est elle-même une filiale de Hexagone. D'accord. MSC Software, l'avantage, l'intérêt majeur, c'est que c'est un logiciel qui est vraiment très spécialisé dans les éléments finis et la prise en charge des non-linéarités. Donc tout à fait adapté pour les problématiques du génie civil. Et donc Imeo a été choisi par la société Ingecyber il y a quelque temps pour distribuer officiellement le logiciel CivilFEM sous solver Marc sur le territoire français. Alors l'enjeu pour un logiciel, c'est quand même d'être accessible, donc et c'est souvent un problème dans les entreprises, chez les ingénieristes, c'est d'arriver à faire accepter l'outil par les utilisateurs. Alors avec CivilFEM, la prise en main est très rapide. On va l'illustrer par la suite. L'interface existe en plusieurs langues. Une interface extrêmement didactique, qui est imaginée par des génies civilistes, au profit de génies civilistes. Et puis vous le verrez, des commandes sont possibles en langage Python, si bien que c'est pas du tout le logiciel type boîte noire pouce-bouton. On est vraiment là sur un outil où l'utilisateur, à chaque instant, à la main sur la mise en données et sur tout le déroulement du processus de modélisation. Alors, ce qui est important également, c'est que bien sûr l'utilisateur va chercher à prendre
à apprendre comment utiliser le logiciel. Donc pour ça, il aura des outils, notamment la chaîne YouTube CivilFem, sur laquelle se trouvent de nombreuses vidéos et tutoriels. Et je vous invite notamment à aller visiter cette vidéo qui a été produite récemment par les collègues espagnols sur la prise en charge des non-linéarités, n'est-ce pas, dans le logiciel. Très intéressant pour par exemple modéliser les bétons fibrés, ou pour prendre en compte des lois de comportement non linéaires pour le béton. Voilà. Alors également, l'utilisateur disposera de tutoriaux papier. Les tutoriaux papier, c'est notamment des tutoriaux comme ceci. Vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est l'exemple d'un silo, d'un silo de stockage qui est ici, par exemple. Vous voyez, le modèle, c'est un silo de stockage que l'on veut dimensionner. L'utilisateur pourra se faire la main sur le logiciel en essayant de reproduire ce modèle, et pour cela, il aura à sa disposition un document pour aller pas à pas, étape par étape, rentrer les différentes caractéristiques de l'ouvrage. D'abord sa géométrie, ensuite on est toujours dans la géométrie. Bon, ensuite il pourra commencer à rentrer la structure, les différents paramètres sur les matériaux, le maillage, n'est-ce pas, et puis ensuite rentrer les chargements. D'accord, donc vraiment pas à pas, il sera accompagné pour prendre la main sur cet exemple. Il y a bien d'autres exemples disponibles. Voilà. Alors, une autre chose importante, vous le verrez, c'est que l'utilisateur dispose d'une aide en ligne avec la touche F1, et puis également d'un support technique, alors que ce soit avec nous Imeo ou avec les développeurs Ingé Cyber. Évidemment, il y a un support technique si bien sûr une adhésion est prise auprès du support technique. Alors, les types d'analyses qui peuvent être prises en charge par le logiciel sont nombreuses. Ça va de l'analyse structurale, statique linéaire, non linéaire, transitoire linéaire et non linéaire, le flambement, analyse spectrale, modale, analyse harmonique, fluage, retrait, des lois de comportement avancées, on en a déjà parlé, processus de construction évolutif, et également l'analyse de fissuration et de la propagation de fissuration. On peut également faire de l'analyse thermique et de l'analyse des écoulements souterrains. Quand l'utilisateur démarre sa modélisation, il a une première fenêtre qui apparaît, qui est celle-ci, au travers de laquelle il choisit son analyse. Donc, on le répétera plusieurs fois, l'interface CivilFem est une interface didactique, au travers de laquelle l'utilisateur va même apprendre son métier d'une certaine manière. Les codes de calcul pour justifier des structures à disposition sont nombreux. On a bien sûr les eurocodes, les ACI. On va avoir le CEBFIP pour la vérification du ferraillage des sections béton armé. Les standards anglo-saxons, chinois, russes, brésiliens, indiens, espagnols, australiens. Et puis donc on en reparlera plus tard, mais pour justifier des sections de béton armé, justifier les sections de ferraillage, plusieurs méthodes: Wood Armor, CEBFIP, les poutres virtuelles orthogonales,
etc. Bon, très intéressant pour l'utilisateur. On l'a déjà dit, mais les facultés pour justifier pour justifier d'analyse non linéaire sont vraiment l'accent est mis là-dessus chez CivilFem. On peut faire une modélisation très avancée du béton armé. On a à sa disposition des matériaux géotechniques. On a des propriétés de matériaux qui peuvent être fonction du temps. On peut activer, désactiver des éléments structuraux, ce qui permet le calcul d'une construction phasée. On peut faire un calcul en grand déplacement. On a une bibliothèque de contacts très divers, de l'interaction sol-structure sans problème. On a également des câbles à disposition, des inclusions, vous le verrez aussi, qui peuvent être très utiles. À titre d'exemple, ici en bas, vous avez l'exemple d'une tyrolienne. C'est souvent, une tyrolienne, c'est vraiment un ouvrage dont le comportement est particulièrement linéaire, puisque chaque position dépend de la position précédente. Avec CivilFem sous Solvermark, une tyrolienne donne des résultats, la modélisation donne des résultats vraiment très proches de la réalité. Et puis vous avez ici par exemple la simulation d'une rupture de falaise au glissement, où là on voit très bien la surface de glissement, là où le matériau rentre en plasticité. Et puis bien sûr derrière on peut simuler des clous et voir le bénéfice que cela a. Sur CivilFem Solvermark, on peut faire une analyse au glissement par la méthode Fissé réduction. Ça marche très bien. On avance. Alors on parlait des constructions phasées. Pardon. Voilà, les constructions phasées. Alors effectivement, avec CivilFem, on peut activer, désactiver des éléments structuraux. Pourquoi? Parce que les matériaux sont définis par un calendrier, et donc chaque matériau a un âge de naissance et un âge de décès, un âge d'apparition et un âge d'activation et un âge de désactivation. Et donc, en fonction de l'âge que l'on donne à une phase de calcul, le logiciel est capable, du coup, de savoir si le composant, pour la date de calcul, est actif ou non. Et bon, pour l'utilisateur, c'est très commode. Il suffit tout simplement de savoir à quelle date on calcule. Il ne s'agit pas d'avoir une date farfelue. On rentre des matériaux avec des chronologies qui sont bien précises. Et donc, il suffit de rentrer les bonnes dates et derrière les calculs suivent. Donc la simulation de construction phasée est très intéressante en génie civil, évidemment pour les ponts, bien sûr, pour les tunnels, comme vous le voyez en dessous, et puis bien sûr pour tout ouvrage souterrain. Il s'agit de respecter l'historique de chargement des sols, et donc il est indispensable de faire des calculs phasés. En haut ici vous avez l'exemple d'un pont qui est en fait celui-ci en photo, qui a été simulé sous CivilFem. Ici un tunnel, et donc ici un ouvrage cadre enterré. Voilà. Le logiciel CivilFem Solvermark a également l'ambition, et plus que l'ambition, c'est-à-dire les capacités aujourd'hui vraiment de savoir simuler de manière très réaliste le comportement d'ouvrages existants. C'est la forensique. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Bien sûr,
on a des parcs d'ouvrages qui sont quand même importants, malheureusement, enfin évidemment vieillissants. C'est un sujet d'actualité avec les ponts. Aujourd'hui, on a autant d'ouvrages à vérifier, d'ouvrages existants à vérifier que d'ouvrages neufs à calculer. Les ouvrages existants, il s'agit aujourd'hui de savoir les vérifier. C'est pas toujours évident de retrouver les bons règlements de calcul, et avec la forensique, évidemment, l'idée c'est aussi tout simplement d'essayer de modéliser l'existant, hein, sans chercher à faire de simplification par des codes de calcul, des règlements. Et donc là, vous avez un exemple ici là, d'une rupture là aux États-Unis qui a été parfaitement reproduit sous civil faible. Ici, vous avez l'aéroport, l'accident du terminal 2E, l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, n'est-ce pas? Et puis, je le disais juste avant, sur les ponts, évidemment, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Italie, il semble que à l'avenir, on risque en France d'avoir beaucoup de ponts à vérifier. Bon, le logiciel CivilFEM, SolverMark, sera probablement un outil tout à fait adapté et approprié pour ce type de diagnostic. Hein, vous avez ici l'exemple d'un pont en arche, hein, avec notamment des piles, hein, de section variable. Les arches sont également de section variable. Le tablier ici est de section variable. Sur CivilFEM, simuler des poutres, des ballards, disons, des barres de section variable ou des plaques ou coques de section variable, c'est tout à fait possible. Bon, on le dira jamais assez, mais CivilFEM, c'est vraiment le logiciel qui permet de simuler les interactions sol-structure, puisque vous allez avoir des outils très puissants de simulation de mécanique des sols, hein, couplés avec des simulations puissantes de structure, hein, si bien qu'avec un seul outil, vous pouvez vraiment simuler l'ensemble de vos ouvrages de génie civil. Là, vous avez l'exemple de barrage, hein. Donc, pour un barrage avec CivilFEM, ça va être possible évidemment de rentrer les cas de chargement statiques, hydrostatiques, de simuler les écoulements souterrains, de coupler les résultats d'hydraulique souterraine avec le calcul statique de stabilité au glissement. Vous allez pouvoir faire des analyses thermiques sur les bétons, envisager faire des calculs de RSI. Sur les ouvrages maritimes et portuaires aussi, CivilFEM va être tout à fait approprié. L'exemple de caissons flottants, d'ouvrages de protection contre la houle, les éoliennes. Et pour une analyse transitoire, vous allez pouvoir entrer vous-même l'excitation. Alors, bien sûr, pour les gens qui seront intéressés, à la suite de ce webinaire, vous aurez mes coordonnées, celles de la société. Vous pourrez prendre contact avec nous. Ce que l'on propose, c'est de faire des démos en direct sur des cas d'application qui vous intéressent. Nous, ce qu'on aime, c'est être challengé sur des cas bien spécifiques. C'est tout à fait possible. Avec CivilFEM aujourd'hui, il y a pas de limitation. Bon, après avoir fait cette présentation très générale et très rapide, je vais vous illustrer le logiciel sur des cas spécifiques
Alors, voilà. Ici, vous avez l'exemple d'un barrage. Oui. Donc ça c'est l'interface CivilFEM que vous avez ici. Alors l'interface CivilFEM, je le répète, c'est une interface extrêmement didactique. Hein, c'est-à-dire que l'utilisateur, même un utilisateur qui est peu expérimenté, un jeune ingénieur, un jeune projeteur qui se dit aïe aïe, le 3D c'est compliqué, c'est pas à ma portée. Avec CivilFEM, c'est tout à fait à sa portée. Pourquoi? Parce que il n'a pas besoin de savoir pour utiliser le logiciel. Le logiciel va lui-même enseigner à l'utilisateur certaines bonnes pratiques. Hein. Bien sûr, l'ingénieur, l'encadrant, je dirais, reste, responsable de ses résultats. Ça c'est bien évident. Mais vous allez le voir, l'interface est très très intéressante pour son utilisateur. Alors, vous avez l'utilisateur va aller de gauche à droite sur cette interface avec des onglets en haut et à gauche là, et l'utilisateur va balayer ces onglets de gauche à droite, hein, avec comme objectif de remplir chacun de ces onglets. Hein. Chacun de ces onglets vont missionner l'utilisateur de remplir certaines tâches. Si l'utilisateur les remplit correctement, tout doit relativement bien se passer. Vous avez donc d'abord l'environnement. Dans cet environnement, l'utilisateur va choisir dans quel système de coordonnées il se situe. Il va définir les règlements de calcul qui sont en vigueur. Donc pour le béton armé, il aura l'Eurocode, mais il en aura aussi beaucoup d'autres. Pour les aciers, en France, il aura l'Eurocode 3, mais il peut aussi en avoir beaucoup d'autres. Son sujet peut se trouver ailleurs que dans un territoire qui est soumis aux Eurocodes. Hein, pour le béton précontraint, même chose. Il va choisir son type d'analyse, harmonique, modale, statique, transitoire. Hein. Bon, là, il aura des outils de configuration qu'il aura déjà choisi au préalable. Hein. Là, il va pouvoir définir ses unités. Ici, il va pouvoir avoir un outil de mesure. L'interface ici, vous l'aurez remarqué, elle est en français, hein, majoritairement en français. C'est la société Imeo qui a assuré la traduction vers le français. C'est évidemment évolutif, hein, ça peut encore, ça changera encore régulièrement certainement. Mais c'est ici tout simplement que l'utilisateur peut choisir sa langue. Hein. Ici dans les options, il y a également un certain nombre de paramètres sur lesquels l'utilisateur peut jouer. On est toujours dans l'environnement. Ici, il y a un outil de sélection extrêmement puissant, hein, puisque pour ceux qui ont un peu l'habitude de faire de la 3D, dans la 3D, ce qui est difficile, c'est de gérer les objets. Hein, on a très vite beaucoup d'objets à gérer, et si les objets sont pas rangés, un peu à la façon que Windows peut avoir de ranger des dossiers, hein, avec une arborescence, une déclinaison. Dans un modèle 3D, c'est pareil. Les objets, on a besoin de les ranger, de les décliner et surtout de les retrouver facilement. Avec cet outil sélection, on va pouvoir choisir le type d'éléments qu'on veut sélectionner, donc soit des éléments structuraux, des éléments de maillage ou des nœuds de maillage. Et puis ensuite, on va pouvoir choisir une méthode de sélection. Hein. Il y a notamment un moyen de sélection qui est très très puissant, c'est par cas de chargement. Hein. On peut choisir les éléments par cas de chargement.
ou par localisation dans l'espace. Voilà. Et une fois que ces éléments sont sélectionnés, une famille est créée. Une famille est créée. La famille va être créée par exemple ici. C'est-à-dire qu'ici, on a sélectionné tous les éléments qu'on a appelés bottom. Donc c'est les éléments qui sont en partie inférieure. Et tous ces éléments, bon là ils sont pas nombreux, hein. On pourrait aller les choisir un par un, en faire une famille. Mais avec l'outil sélectionné, on peut tous aller les choisir facilement et on les met dans la famille à laquelle on donne un petit nom. Hein. Pareil pour les éléments du haut, la fondation, voilà. Bien, je continue. Donc, l'utilisateur a passé en revue l'environnement. Ensuite, bien sûr, il va commencer à s'intéresser à sa géométrie. Alors, la géométrie, là aussi, dans CivilFEM, il y a cette interface qui permet de rentrer une géométrie de manière quasiment autonome. C'est-à-dire qu'avec CivilFEM, sur la géométrie, vous êtes autonome. Néanmoins, si vous avez l'habitude de monter des géométries en 3D avec d'autres outils, je pense à Inventor, je pense à AutoCAD, je pense à SpaceClaim ou à d'autres outils de dessin 3D, avec CivilFEM, il n'y a pas de problème, votre géométrie, vous allez pouvoir l'importer. Vous pouvez importer une géométrie et vous avez plusieurs formats importables. Vous avez les DXF, les IGES, les formats parasolides, et puis les fichiers STEP. Donc bon, la plupart du temps, les logiciels de dessin 3D savent exporter à minima vers l'IGES, qui est un format standard international et qui assure une très bonne, qui voyage très bien d'un logiciel à un autre, et notamment au cours de l'importation. Également, quand on va cliquer sur une géométrie, alors là je suis dans mon maillage, si je suis dans la géométrie, je sélectionne une géométrie, cette géométrie je peux l'exporter également. C'est-à-dire que parfois, sur des modèles 3D un peu élaborés, on veut modifier une géométrie qu'on a déjà créée, on la sélectionne, on n'exporte que cette partie-là, on la retravaille dans son logiciel de dessin 3D, et ensuite on peut la réimporter. On peut la réimporter et elle va se repositionner entre guillemets au bon endroit. Donc je suis toujours dans la géométrie. Alors bien sûr, dans la géométrie, quand on va vouloir créer sa géométrie, on va disposer d'éléments élémentaires, les points. Ensuite, on va avoir des lignes, de la ligne droite à la ligne courbe. Ensuite, on va vouloir faire des surfaces élémentaires jusqu'à des surfaces plus complexes, des volumes élémentaires jusqu'à des volumes plus complexes. Et puis on va avoir des outils d'opération. On va pouvoir faire de l'extrusion, de la révolution et de l'opération booléenne, union, intersection, soustraction. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est les outils indispensables pour pouvoir faire du dessin 3D. Donc toujours, je continue de gauche à droite. J'ai traité mon environnement, j'ai créé une géométrie. Soit je l'ai importée, soit je l'ai créée en direct sur le logiciel. Et puis maintenant, il faut que je commence à m'intéresser vraiment aux matériaux qui vont constituer mon modèle, mon ouvrage. Donc là, c'est pareil, j'ai une bibliothèque de matériaux, de l'acier, des bétons, des armatures passives, des armatures actives, des rochers, du sol. Et puis je peux également définir un matériau générique. D'accord. Voilà. Si je choisis un sol, bon, il va me proposer celui-ci, mais j'ai toute une bibliothèque. Bon, ça, de toute façon, en général, on connaît assez bien les propriétés à rentrer dans son matériau, donc là-dessus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à discuter. On va avoir bien sûr une bibliothèque de profilés,
pareil avec une librairie disponible. On va pouvoir créer sa propre section de béton, on va pouvoir créer du câble, des sections câblées, et puis on va pouvoir créer une section générique. Hein. Donc, quand vous l'aurez peut-être compris, à chaque fois que les menus qui sont là, en haut à gauche, se retrouvent ici à droite. C'est-à-dire que ici, j'ai les lignes directrices, les directives qui sont données à l'utilisateur du logiciel, et ensuite les paramètres qu'il rentre sont résumés, récapitulés ici à droite. Donc, par exemple, moi pour ce barrage, j'ai défini un béton, un C3037, qui constitue le corps du barrage, et puis un granit est défini pour, bien sûr, l'encaissant. D'accord? À tout moment également, vous l'avez compris, ici, dans cette fenêtre, je peux passer de la géométrie. Alors là, la géométrie, elle n'est pas complète. Il me manque l'encaissant qui est quelque part, alors le mieux, n'est-ce pas, c'est de tout sélectionner. Là, je fais afficher et là j'ai toute la géométrie. J'aurais pu faire par une sélection et puis retrouver l'encaissant. Donc là, avec ce bouton, j'ai que la géométrie. Ici, j'ai mon modèle structural avec les éléments structurels. Là, je vais avoir la visualisation des contacts. Puis ici, je peux activer une grille. Les contacts, on va y revenir. J'étais toujours dans mon modèle. Ici, j'ai donc mes matériaux qui sont définis. Granit, c'est-à-dire que si je clique sur l'élément l'encaissant ici, il est défini avec du granit. Hein, j'ai son nom, son matériau, sa géométrie. Je peux aller directement à la géométrie. Voilà. Donc j'étais dans toujours le modèle. Bon, le modèle vous l'avez vu. Maintenant, bon, donc l'utilisateur a défini son environnement, sa géométrie, il a défini ses matériaux, et s'il a des éléments barres, il a défini des sections de barres, hein, ou des sections de barres. Ensuite, il faut qu'il commence à structurer son modèle. Hein, et pour ça, il a besoin de définir un maillage. Donc pour le maillage, il va disposer de maillage de poutre, de maillage de coque, de plaques, de solides, de câbles, etc. Donc là, par exemple, celui-ci, hein, toujours, ou alors si je reviens plutôt sur le barrage, ici, on a défini un maillage, vous voyez, avec des tétraèdres, une longueur de maille, d'accord, une tolérance, bon, tout le paramétrage nécessaire pour un bon maillage. Alors, c'est important, dans le maillage de CivilFEM, SolverMark, il y a la possibilité de rentrer un maillage hybride, hein, c'est-à-dire que bien souvent sur une géométrie, on va chercher à rentrer un maillage à base de quadrilatère, parce que souvent c'est quand même ce qu'il y a de plus stable comme maille, mais les géométries parfois ne le permettent pas, et donc il est possible avec CivilFEM de rentrer un maillage dit hybride, c'est-à-dire qu'il va chercher à remplir le volume avec un maximum de
de mailles à 4 sommets. Et puis quand la géométrie ne va plus le permettre, alors il va passer sur du tétraédrique pour essayer de finir de remplir le volume, hein, avec des éléments les plus stables possibles. Donc quand on est dans le maillage, ben on peut mailler, on peut effacer son maillage, on peut contrôler son maillage, on peut contrôler les distances de nœuds entre maillages. Et puis une chose aussi très importante, c'est qu'on peut fusionner des nœuds, hein, puisque un autre enjeu très important dans la simulation 3D, c'est d'essayer d'avoir une typologie d'éléments qui soit cohérente, c'est-à-dire que parfois on a besoin qu'il y ait une continuité du maillage d'un élément à un autre, hein, pour que les nœuds se regardent correctement, hein, et donc parfois on a besoin de faire ce qu'on appelle un maillage cohérent, et on a cet outil qui permet de fusionner des nœuds, lorsque les nœuds se regardent, lorsque les nœuds sont proches les uns des autres et qu'on veut créer une liaison parfaitement rigide, plutôt que de créer un contact qui va introduire de la non-linéarité dans le modèle, on peut directement fusionner les nœuds, c'est-à-dire que même s'ils sont pas en vis-à-vis, le logiciel va les mettre en vis-à-vis et les relier. Alors ensuite, toujours de gauche à droite, l'utilisateur va vouloir ensuite charger son modèle. Donc pour charger le modèle, il va avoir ici des groupes de chargement, n'est-ce pas? Donc les groupes de chargement, c'est les chargements, hein. Les chargements. Alors je reviendrai sur les contacts, mais sur les chargements, ici l'utilisateur va pouvoir rentrer tout type de chargement, hein. Donc par exemple, bien sûr l'accélération de la pesanteur. Il va pouvoir rentrer une poussée d'eau sur un barrage. Il va pouvoir rentrer bien sûr une accélération. Il va pouvoir rentrer un spectre de séisme. Il va avoir 3 possibilités pour le faire. Il va pouvoir rentrer de la précontrainte, hein. Il va devoir rentrer ses conditions limites, hein. C'est-à-dire que là, sur un orage comme ça, bien sûr qu'il faut bloquer les déplacements au fond du modèle. Il faut bloquer les déplacements en latéral. Et donc, c'est ici dans les chargements, par exemple, que l'utilisateur va pouvoir visualiser d'un seul coup d'œil les actions qui sont rentrées. Donc, par exemple, la poussée d'eau sur le parement amont du barrage, là, elle est rentrée comme une seule force unique, et puis il va pouvoir la visualiser, n'est-ce pas, sur le maillage, hein. Et puis comme ça, il va pouvoir passer en revue les différentes actions qu'il a pu rentrer. Il va pouvoir visualiser aussi ses conditions limites qu'il a rentrées. Et puis il va pouvoir visualiser l'intégralité de son cas de chargement, c'est-à-dire les actions plus les conditions limites, hein. Le cas de chargement, il est là. Donc là, le cas de chargement, c'est un cas de chargement statique qui est calculé à 28 jours. Donc les matériaux ont un âge de 28 jours, en hypothèse. Ici, on voit les différentes actions qui sont entrées, les conditions aux limites, il n'y a pas de condition initiale, et le paramétrage de la solution. Donc une fois que l'utilisateur a paramétré son environnement, rentré sa géométrie, défini ses matériaux et ses sections, il a maillé. Une fois qu'il a maillé, il a pu définir des contacts. Donc, comme je le disais, pour les contacts, il y a beaucoup de possibilités. Là, pour un barrage, par exemple, ce qui est intéressant, c'est d'aller définir un contact entre les différents plots béton, hein.
Donc il y a des contacts qu'on va vouloir parfaitement rigides, par exemple. Il y a des contacts qu'on va vouloir flottants. Et donc les contacts sont ici. À droite, vous les avez. Et donc un contact, quand on le sélectionne dans CivilFEM, on peut voir exactement les deux pièces qui sont au contact. La bleue et la verte. Hein, tout simplement. Vous voyez, et si je les fais tous défiler, les contacts, voilà, parce que dans un modèle 3D, évidemment, là aussi, ce qui est très compliqué souvent, c'est de se retrouver dans l'espace. Et quand on a beaucoup de contacts, eh bien souvent on a du mal à savoir exactement entre quelle pièce et quelle pièce on a établi un contact. Surtout quand on revient sur un modèle longtemps après l'avoir monté, c'est parfois là une tâche assez ardue que d'arriver à remettre la main sur tous les contacts. Bon, là, avec CivilFEM, vous voyez que c'est assez sympa là de rechercher les contacts qu'on a créés. Donc, si je prends n'importe quel contact, alors là, c'est un glue contact, c'est-à-dire un contact parfaitement collé. Ici, j'ai établi un contact, un touching contact, c'est-à-dire un contact glissant, avec ici le paramétrage du contact. Bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objet de ce webinaire. Et donc, une fois que les chargements, le maillage a été établi, les chargements sont rentrés, on a rentré les actions, les conditions limites, on a ensuite pu définir exactement les différents cas de chargement. Hein. Et ensuite, on lance le calcul. Pour lancer le calcul, eh bien, on a cet onglet où là, pareil, l'utilisateur va devoir configurer le type de calcul. Il lance le calcul, il aura son moniteur de convergence où il va chercher à vérifier la convergence en déplacement, en force ou en moment, selon les choix qu'il aura fait. Quand on lance le calcul, si on fait un calcul phasé, on va vouloir rentrer par exemple un état initial. En géotechnique, c'est souvent le cas. On veut rentrer un état initial. Donc c'est là qu'on va pouvoir rentrer l'état initial en chargeant le fichier de résultats obtenus à partir d'un état, d'une phase initiale de calcul calculée au préalable. Hein, puisque pour l'instant dans CivilFEM, comment dire, rentrer l'état initial doit être calculé séparément dans une phase préalable. On peut interrompre un calcul, d'accord. C'est très lourd parce que ça oblige à garder en mémoire tous les fichiers intermédiaires de calcul, mais on peut interrompre un calcul et lui demander de redémarrer à partir de là où on s'est arrêté. Sur des modèles de petite taille, c'est tout à fait envisageable. Sur des modèles de plus grosse taille, il faut avoir de la mémoire à disposition. Bon, et donc une fois qu'on a établi les calculs, ben on va vouloir lire les résultats et puis les post-traités. Hein. Donc là, par exemple, pour ce barrage, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir par exemple les déplacements. Alors quand les calculs sont faits, vous voyez, les résultats sont rangés tous dans un répertoire. Les résultats portent une terminaison en RCF, d'accord. Et puis là, sur ce modèle, il y a eu une analyse modale qui a été faite plus une analyse statique. Donc par exemple, je vais charger juste l'analyse statique. Je l'ouvre et puis je lui demande de me présenter les résultats de déplacement verticaux. Je peux choisir l'unité. Je lui demande une moyenne. Je lui demande en déformé, n'est-ce pas? Et puis je fais afficher tout. Et là, il me donne voilà les résultats en Z.
Vous voyez, avec 14 mm en tête, 0 en pied, c'est normal, on avait tout bloqué. Et bien sûr que sur ce type d'ouvrage, ce qui va être intéressant aussi, c'est les déplacements sous l'effet de la poussée de l'eau. Donc ce sont les déplacements en X. Voilà. Et puis si par exemple, je veux n'avoir que les déplacements en X, mais que d'une partie de l'ouvrage, je peux sélectionner et je dis, moi, je veux que tu me montres que les déplacements de cette famille-là d'ouvrages. Pas un problème, voilà. J'ai les déplacements horizontaux de la partie supérieure du barrage. Alors, pour les résultats, il existe pas mal d'outils hein, pour visualiser ces résultats. D'abord, on choisit si on veut le type de résultat que l'on veut, si c'est des résultats au nœud ou pas. Et puis ensuite, on choisit quel type de résultat on veut. Donc on va disposer de toute la bibliothèque de résultats traditionnellement que l'on obtient aux éléments finis, au droit de chaque nœud. Et puis quand on a du contact, on va avoir les résultats au droit du contact. Hein. Par exemple, si je veux avoir la réaction, la contrainte normale au droit des contacts, alors il va falloir que je définisse, que j'aille chercher exactement au droit d'un contact ce qui m'intéresse. Si par exemple je fais au niveau de la fondation, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon. Je pense que la fondation là, elle est parfaitement liée dans le cas présent. D'ailleurs, si on lui demande d'afficher contact statut, voilà, ouais. Donc quand un contact comme ça est supérieur à 1 en statut, ça veut dire que le contact est parfaitement reconnu. Bien. Alors, je vais vous montrer d'autres modèles. Ici, vous avez un modèle de pont. Un modèle de pont, un pont suspendu. Vous voyez ? Avec des éléments de câble, bien sûr, pour les câbles. Vous allez avoir ce type de modèle. Alors là, c'est intéressant pour illustrer une chose importante dans CivilFEM, c'est que là, c'est dans cet exemple, vous avez c'est une port moulée avec différents planchers qui ont pu être construits de part et d'autre, avec une trémie circulaire qui traverse la paroi, n'est-ce pas? Et, là, l'idée, c'était de voir les conséquences de l'effet d'un agrandissement de cette trémie sur le ferraillage de la paroi moulée. Et donc, différentes actions sont rentrées sur cet ouvrage. Par exemple, vous voyez, la pression des terres. Qu'est-ce que vous allez avoir?
des charges verticales, des charges d'eau, bon, etc. Donc là, on lui fait calculer les différents cas de chargement et on obtient des résultats. Les résultats ont été calculés et on les charge. Alors, tous les résultats ici ont été rangés ici dans des combinaisons de calcul qui ont été numérotées, n'est-ce pas? Bon, traditionnellement, la série des 100 pour les ELS, la série des 200 pour les ELU, d'accord? Bon, on charge tout ça. Et puis par exemple, on veut lui faire calculer le ferraillage, hein, pour ces différents cas de chargement. Donc ça va se passer ici dans le post-traitement. Dans le post-traitement, une fois que les cas de chargement ont été rentrés, on lui demande de faire le dimensionnement des coques ou des plaques, hein. Donc là, c'est ici que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 4 exactement, méthodes pour aller déterminer le ferraillage de la plaque, n'est-ce pas? Vous allez aussi pouvoir définir le ferraillage des forts tranchants, et selon différentes méthodes. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'utilisateur à tout moment va avoir une aide en ligne, puisque quand il se déplace avec sa souris sur un élément et qu'il clique sur F1, alors il faut que F1 s'affiche, n'est-ce pas? Wood Armor. Qu'est-ce que c'est Wood Armor? Je suis un utilisateur, je débute, je ne sais pas ce que c'est que la méthode Wood Armor. Ben, ici, voilà, dans l'aide en ligne, vous avez une explication. Alors c'est en anglais, mais qui vous explique Wood Armor, design de shell, voilà, Wood Armor. Ici j'ai l'explication. Comme quoi Wood Armor, c'est une justification de section de béton armé sous flexion simple, sans prise en compte de l'effort normal. Si je veux prendre en compte l'effort normal, je vais préférer la méthode CEB-FIP ou la méthode orthogonale, hein, qui sont des méthodes qui, elles, prennent en compte la flexion composée. Et notamment quand vous avez une traction qui est composée à une flexion, il est indispensable de bien prendre en compte la traction, puisqu'elle rajoute évidemment de la tension dans les armatures. Voilà, et donc avec cet outil de post-traitement, vous pouvez déterminer le ferraillage dans les plaques, hein, et vous allez ensuite, avec les outils de post-traitement qui sont ici, vous allez pouvoir faire des enveloppes de résultats. C'est-à-dire vous avez défini le ferraillage dans les plaques pour vos différents cas de chargement, et ensuite vous voulez aller prendre l'enveloppe de ce ferraillage. Bien ici vous avez un outil enveloppe, vous sélectionnez vos résultats. Alors le résultat, c'est pas forcément du ferraillage, hein, ça peut être un résultat d'effort, ou un résultat de déplacement, ou un résultat de ferraillage. Ici vous allez le charger, vous allez lui dire le type d'enveloppe que vous voulez, si vous voulez chercher les maximums, les minimums, les valeurs absolues, etc. Et il vous génère l'enveloppe, si bien qu'ensuite vous pouvez cartographier sur votre ouvrage exactement les sections, là en l'occurrence d'acier enveloppe, nécessaires, et ceci en quelques clics. Voilà, vous aurez évidemment des outils de vérification de sections de poutres, hein. Vous pourrez faire afficher les diagrammes d'interaction flexion effort normal, et donc là l'utilisateur a donc balayé tout son ouvrage de gauche à droite, hein. Il a défini grâce à cette série d'onglets un certain nombre de paramètres, hein, et ensuite il a pu calculer, obtenir des résultats, les post-traiter. Dans le post-traitement, il va pouvoir éditer un rapport automatique, d'accord. Il va pouvoir exporter des animations vidéo. Voilà. Là, il y a un outil aussi important, c'est l'outil vue, hein. Dans un ouvrage 3D, ce qui est très compliqué, des fois, c'est d'arriver à visionner son modèle, hein.
Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de la station, de métro sur le Grand Paris à Paris. Vous voyez, le modèle est là. Dans un modèle comme ça, c'est très difficile de se déplacer dans l'ouvrage, évidemment, puisque l'ouvrage qui nous intéresse, c'est une galerie qui est sous le radier au fin fond du modèle. Bon, bah pour se déplacer, on a cet outil vue qui permet d'aller couper l'ouvrage. Et si par exemple je veux me déplacer en X, je coupe l'ouvrage, voilà, et je peux comme ça me déplacer dans l'ouvrage et aller chercher un résultat précisément quelque part. Voyez, là on voyait bien que, la galerie intersecte la paroi moulée vraiment très près, et donc là la paroi moulée, quand sous l'effet de la poussée des terres, elle-même pousse sur la galerie, créant une flexion très importante sur celle-ci. Voilà. Alors vous aurez remarqué une chose également, c'est que avec CivilFem, la licence, alors d'une part la licence elle est perpétuelle, hein. Pour l'instant c'est encore des licences perpétuelles qui sont vendues de CivilFem. Vous voyez qu'un utilisateur avec une même licence peut ouvrir plusieurs modèles en même temps, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut faire tourner plusieurs modèles en même temps sur un même PC. Voilà, ça peut être quand même très utile. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, si certains d'entre vous sont intéressés par une démo en direct, il faut nous contacter. Si vous avez des ouvrages particuliers, où vous avez des doutes sur la faisabilité même de la mise en œuvre de la 3D, on peut faire un test pour vous, avec vous. Donc cette vidéo, ce webinaire, c'était une manière de prendre contact une première fois, faire un peu connaissance. D'autres webinaires vont être programmés là dans les semaines et mois qui viennent, où là on abordera beaucoup plus en détail des ouvrages de génie civil, hein, spécifiquement. Alors je suis ouvert aux propositions si certains sont intéressés à traiter certaines problématiques en particulier, qu'ils n'hésitent pas à m'en faire part. On tâchera de monter quelque chose en conséquence. Mais je pense que très vite, je vous montrerai des illustrations des possibilités, des capacités du logiciel sur notamment les problématiques d'excavation sous soutènement, et les problématiques évidemment d'hydraulique souterraine. Vous voyez ici, ça c'est un ouvrage pour lequel IMEO d'ailleurs a été associé en maîtrise d'œuvre, co-traitant d'un ouvrage, un bassin d'orage dans le sud de la France avec un avoisinant, des avoisinants relativement proches. Et là, l'ouvrage a été simulé en 3D sous CivilFem. Vous avez ici, par exemple, l'illustration du calcul des pressions d'eau interstitielles, prises en compte dans le calcul phasé, à la fois pour établir les pressions sur les parois moulées, les efforts dans les butons, les efforts sur le radier qui ensuite étaient repris par des micropieux, et bien sûr le débit, hein, le débit de pompage qui est toujours une question un petit peu ardue à laquelle répondre, le débit de pompage en fond de fouille. Donc ça, c'est un cas de figure qui fera certainement l'objet d'un webinaire très prochainement pour vous illustrer les possibilités qu'on a avec CivilFem de prendre en charge ce type d'ouvrage de génie civil. On
on aura également certainement l'occasion de discuter dans un webinaire des questions de transfert de chaleur dans les pièces massives, hein, puisqu'avec CivilFEM, on peut simuler le transfert de chaleur dans les pièces massives et essayer d'évaluer tout ce qui est RSI et fissuration induite. Donc merci beaucoup pour votre attention. Je reviens sur une chose importante, c'est que vous pouvez prendre contact avec moi, avec Imeo. Hein, vous allez sur www.imeo.com et vous trouverez les coordonnées nécessaires pour vous les avez là. Je sais pas pourquoi elles apparaissaient pas avant. Vous pouvez aller sur www.imeo.com. Vous verrez par la même occasion un peu ce qu'on fait. Vous verrez que la modélisation 3D c'est quelque chose qui nous passionne. Prenez contact avec moi directement si vous avez des questions de logiciel. Je rappelle que le logiciel CivilFEM, c'est une licence perpétuelle. C'est un seul et même outil pour tous vos besoins de génie civil, aussi bien de structure que de mécanique des sols. Donc plus la peine d'avoir, enfin entre guillemets, en tout cas ça évite les transferts laborieux entre logiciels, les transferts de données, je parle. On propose également des solutions de location-vente, hein, et on a quatre niveaux de licence en fonction des besoins. Hein, un niveau de licence d'introduction, une licence plus avancée en fonction du degré de non-linéarité que vous avez à traiter. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller directement dans un niveau de licence expert. Oui. Je vous invite également à aller sur le site www.civilfem.com qui est le logiciel disons institutionnel du logiciel sur lequel vous aurez énormément d'informations. Encore une fois, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de CivilFEM où vous trouverez énormément de vidéos passionnantes de gens qui sont passionnés par le génie civil. Et puis, je vous dis à très bientôt.